Luang Prabang, berceau de la culture Lao, ville sacrée, ville royale, ville envoûtante qui séduit les plus blasés des voyageurs. Le site est unique, une péninsule dominée par le mont Poussi, au confluent du Mékong et de la Namkhan. Le charme naît d'une multitude d'impressions. Une rapide promenade met en évidence la diversité de la ville. En 1995, l'UNESCO a déclaré Luang Prabang la ville la mieux protégée du sud-est asiatique et s'est empressé de l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 32 temples, du plus pur style Lao, rivalisent de beauté et de finesse et abritent une population monacale importante. On retrouve également la présence coloniale du temps où Luang Prabang était un protectorat français. Des maisons un peu décrépites côtoient les constructions traditionnelles en bois, le tout créant cette atmosphère si particulière de l'ancienne cité royale. Luang Prabang reste un jardin protégé. Au cœur même de l'agglomération, de nombreux petits étangs servent de bassin de rétention durant la saison des pluies et contribuent à l'économie locale grâce à la pisciculture et à la cueillette de diverses espèces de plantes comestibles. Comme tout est superlativement différent à Luang Prabang, c'est là qu'il faut être, à la mi-avril, pour célébrer les fêtes de Pimai, le nouvel an Lao. Cela débute par un grand marché qui draine une foule inhabituelle. Tout s'achète et se vend, mais la population vient principalement pour deux choses: acquérir de petits oiseaux et aussi des poissons qui seront remis en liberté, et des banderoles de papier sur lesquelles ont été peints des animaux mythiques. Tout cela a bien sûr à voir avec les cérémonies qui se préparent. Rappelons-nous que le calendrier bouddhiste a quelques années d'avance sur le nôtre. Ici, nous entrons en l'an 2542. Chaque passage à une nouvelle année lunaire est un événement fort, symbole de renouveau. Le grand ménage est fait un peu partout, dans les maisons comme dans les temples. La période correspond également à la fin de la saison sèche. L'eau, symbole par excellence de purification, joue un grand rôle tant d'un point de vue religieux que d'un aspect plus populaire. C'est la tradition de descendre dans la rue pour s'asperger. Personne ne s'en prive. Cela se passe maintenant de l'autre côté du Mékong. Je monte dans une embarcation qui fait la navette entre les deux rives. À cet endroit, un banc d'alluvions forme une plage naturelle. On y débarque en famille ou entre amis pour construire des tat, sorte de châteaux de sable symbolisant le mont Meru, centre du monde bouddhiste. Les gens pensent acquérir ainsi des mérites particuliers. Chaque grain de sable serait un péché ou tout au moins une mauvaise pensée à se faire pardonner. La saison des pluies arrivant, ils seront bientôt emportés par les crues du Mékong. Chacun soigne la décoration de son château, l'ornant des banderoles achetées le matin au marché, de fleurs, de bougies, d'encens, de farine et même de billets de banque. L'après-midi se déroule dans une ambiance d'excitation bon enfant. On se souhaite un Sawat Dipimai, c'est-à-dire une bonne année. On fait la fête, une fête bien arrosée.
c'est le grand jour. Chacun a revêtu ses plus beaux habits selon son appartenance ethnique, soit pour participer à la parade, soit pour la regarder passer. Les petites princesses qui entoureront l'élu sont réunies dans une salle du Vattat d'où partira le cortège. Elles attendent l'arrivée de Miss Luang Prabang. Tout le monde se réjouit du choix du jury, car la jeune fille n'est pas issue d'une famille influente ni d'un beau quartier de la ville. L'honneur qui incombe à la Miss est immense. Elle joue le rôle de la future seconde femme du roi. Car telle est l'origine de cette tradition. Traverser la ville pour se rendre au Wat Sian Tong, le temple royal où est censée l'attendre la première épouse, à qui elle doit demander l'autorisation d'entrer à son tour dans la famille royale. Jadis, cette procession avait lieu à dos d'éléphant. Le char construit par les étudiants des Beaux-Arts met en scène chaque année un animal différent. En tête du cortège, nous trouvons les masques de Pouigneux et Gnagneux, un couple poilu symbolisant les ancêtres légendaires des Lao. Le lion qui les accompagne représente la nature domestiquée par l'homme pour la prospérité du pays. Les bonzes font bien sûr partie du cortège, les vénérables sur palanquin, les jeunes novices suivant à pied. Sur leur passage, la population les arrose respectueusement. Pour la jeunesse qui suit la parade, l'ambiance n'est pas vraiment au recueillement. D'ordinaire si pudiques et discrets, les Lao peuvent devenir assez expansifs pendant les fêtes de Pimaï. Arrivée au Wat Sian Tong, la princesse descend de sa monture. Le service d'ordre, débordé, joue du sifflet pour lui créer un passage parmi la foule. Finalement, dans le temple royal, pas de première épouse pour accueillir la seconde. Personne ne se soucie d'ailleurs de connaître la signification exacte de ce défilé à travers la ville. Comme toujours, cela s'achève par quelques prières. À l'extérieur du temple, certains jeunes moines ont tendance à oublier qu'ils portent leur robe safran et se lâchent un peu. La foule a du mal à se disperser. Ce soir, l'heure légale de minuit pour l'extinction des feux ne sera pas respectée. On fera la fête une bonne partie de la nuit. Le troisième jour des fêtes du Nouvel An Lao revêt un aspect plus religieux. Seuls les moines et les membres de l'ancienne famille royale sont autorisés à pénétrer dans le palais transformé en musée depuis l'abolition de la monarchie en 1975. C'est là qu'est gardé le Prabang, statue de Bouddha debout en attitude d'apaisement qui a donné son nom à la ville. Cette pièce unique de 83 cm en or massif
a été offerte au roi Phagnoum au XIVe siècle par les Khmers pour le légitimer comme roi bouddhiste. Après quelques voyages en Thaïlande en compagnie du non moins célèbre Bouddha d'Émeraude, à l'occasion des diverses invasions siamoises, seul le Prabang fut rendu au Laos en 1867. Inutile de dire que ce palladium fait l'objet d'une profonde vénération. Une fois par an, il est porté en procession jusqu'au Wat Mai voisin pour y être honoré et aspergé d'eau lustrale. Pouigneux et Gnagneux sont les premiers à arroser le Prabang par l'intermédiaire d'une longue gouttière. Dans tous les temples du pays, les effigies de Bouddha sont sorties pour être ainsi nettoyées à l'occasion du Pimai. Kumshine, le patriarche bouddhiste de Luang Prabang, verse ensuite l'eau lustrale parfumée aux fleurs de frangipanier. À partir de ce moment, l'eau va couler sur la statue précieuse sans discontinuer, car la population vient en masse pour accomplir cette action de grâce. Mais où va l'eau qui s'est écoulée sur le Prabang? Elle est bien sûr récupérée. S'en asperger apporte bonheur et prospérité à toute la famille. Le calme revient doucement à Luang Prabang. La ville sacrée, protégée par ses empreintes de pieds de Bouddha, retrouve sa douceur de vivre légendaire. Fatiguée par les fêtes, mais forte d'une énergie nouvelle puisée dans les cérémonies de purification, la population reprend son mode de vie ancestral. Pêche, travail dans les rizières, petits métiers. Pour l'instant, rien n'a trop bougé au pays du million d'éléphants. Mais pour combien de temps? Perdu dans mes pensées sur le devenir du pays, il me revient en mémoire cette phrase d'un sage bouddhiste. Tout comme lorsque l'eau se mêle à l'eau, il n'y a qu'une seule saveur, ainsi imperfection et qualité ne s'excluent pas mutuellement. Gageons que le Laos réussisse cette osmose entre le monde moderne qui frappe à sa porte et son patrimoine culturel qu'il a si bien su préserver.